bonsoir à tous, c'est la 7e journée de Ligue 1 et on en a déjà marre, puisque ce qui est arrivé contre Lorient est arrivé à nouveau contre Monaco. L'Olympique Lyonnais a concédé une deuxième défaite d'affilée. Bienvenue à vous, j'espère que vous avez le moral, j'espère que vous gardez le moral dans cette saison qui s'annonce longue et compliquée malgré les bons résultats de l'été. On avait entrevu un certain nombre de difficultés. C'est que la 7e, c'est que la 7e. Il en reste 31 journées. Ça va être long. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Bienvenue aussi à ceux qui sont sur YouTube. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder sur YouTube. Je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces. Ça fait très plaisir. Continuez comme ça. On est bien presque monté à 2000 pour Lorient. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Et ça donne tort à certains qui voulaient nous donner des conseils pour gagner de l'audience. Voilà, merci à ceux qui follow. On va parler de cette défaite contre Monaco, sur laquelle il y a beaucoup de choses négatives à dire, mais il y a un peu de positif quand même, il y a un peu de motif d'espoir. Le point d'orgue de ce débrief, ce sera notre ami Peter Bosz derrière moi. Le train Peter Bosz a-t-il déraillé pour de bon ? Moi, j'ai tendance à penser que oui, et Dieu sait que... Merci Eloi pour le Prime. Entre la safety car de Monza et la prestation lyonnaise, comment se passe ton dimanche ? Je passe un super dimanche, merci Bianca aussi. Voilà, le train Peter Bosz a-t-il déraillé pour de bon ? C'est la première question que je vais vous poser dans un sondage. Je vais gérer les sondages. Le train Peter Bosz a-t-il déraillé ? Voilà, vous allez avoir 5 minutes pour me répondre. A-t-il déraillé ? Oui ou non ? Vous avez 3 minutes pour me... Ah mais non, j'ai pas le droit de dire péter. J'ai toujours du mal avec ça. Le train Peter Bosz a-t-il déraillé ? Est-ce que... Il y a une dizaine d'années... Claude Puel était surnommé PPH pour passera pas l'hiver. Moi, la question que je me pose là ce soir, c'est Peter Bosz va-t-il passer l'été, tout simplement, puisque l'été se termine dans une dizaine de jours. Il y aura entre-temps le Paris Saint-Germain et la trêve internationale qui risque peut-être d'être fatale à Peter Bosz, puisqu'on a quand même l'impression que plus grand monde ne fait front avec lui. Est-ce qu'il est déjà parti le train Peter Bosz ? C'est un peu ça. Est-ce que le train Peter Bosz qu'on a tous voulu imaginer comme un TGV n'était-il finalement pas un RERD déraillé au bord de la gare de Creil ? Peut-être que si, peut-être que non. En tout cas, ça paraît difficile aujourd'hui d'imaginer Peter Bosz se sauver. Il faudra pour ça enchaîner probablement une non-défaite contre le PSG. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'une défaite contre le PSG et une défaite contre Lens sonnerait sonnerait le glas du divin chauve. C'est quoi ton maillot ? C'est pas un maillot, c'est une compo. Il est beau, non ? Vous vous souvenez ? C'était en 2015. C'était le dernier match de Hubert Fournier à Ajaccio. Vous vous souvenez de cette merveille ? Attendez, parce que vous n'avez pas toute la compo là, faut que vous voyez toute la compo. Regardez la défense. Ah merde, on voit pas bien. Regardez la défense. Il est beau, hein ? Il est très très beau. C'est un t-shirt de collection. 2-1 défaite, ouais, je m'en souviens très bien. J'étais à Brisbane, en Australie. J'avais mis le réveil à 2h30 pour suivre le match. J'ai regretté. Voilà, pour ce match, beaucoup de choses à dire. Je rappelle comment ça va se passer. On va d'abord parler du match en soi. Je vais vous demander de me résumer le match, même de donner une note, enfin bref, de me donner vos impressions sur le match. J'essaierai de lire quelques messages dans le chat. Ensuite, on fera les notes, comme d'habitude, sur Paint. Tout est prêt. On fera ça. Ah bah non, tout n'est pas prêt puisque j'ai fermé Paint, mais c'est pas grave, on va faire comme si tout était prêt. Et enfin, on fera le Jurigno ensemble avant de faire un petit point sur la Ligue 1, puisqu'il y a eu pas mal de matchs ce week-end et pas mal de résultats probants, notamment des résultats qui n'arrangent pas du tout l'Olympique Lyonnais, puisque tout le monde a gagné. Tous les gros ont gagné. Et ceux qui étaient à la traîne ont rattrapé un peu leur retard. Donc la situation n'est pas critique pour l'OL, qui comptablement, c'est pas désastreux. Mais ça va être chaud. 0 nul à chier à retenir au mérite de la Ligue 2. Bon, abusez pas quand même. Un t-shirt sur la compo du 3-1-6. On en parlera après de cette fin de match un peu chaotique, qui est à peu près le seul moment où l'Olympique Lyonnais a bien joué au foot accessoirement. Le seul moment où on a senti un Olympique Lyonnais, c'est quand on a cessé d'arrêter de vouloir jouer au sol et qu'on a balancé des grosses saucisses sur Dembélé. Là, ça a commencé à fonctionner un peu. Mais voilà. Première chose, c'est... Peter Bosz va-t-il passer l'automne ? J'ai l'impression quand même, il y a deux choses, je comprends pas. Et on en avait parlé en avant-saison, on en avait parlé sur les débriefs de fin de saison dernière. Je comprends pas la logique d'avoir maintenu Peter Bosz pour le laisser dans cette merde-là. Parce que Peter Bosz, il a l'air perdu, il a pas l'air content d'être là en fait. Moi, il me donne l'impression de quelqu'un qui est tout déprimé, tout fatigué, qui sait pas trop ce qui... En fait, j'ai l'impression qu'il attend qu'une seule chose, c'est qu'on le libère et qu'il reparte à Curaçao en vacances là. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait confiance à Peter Bosz par défaut.
Et je me rappelle, vous vous rappelez aussi de ce qu'on disait, vous êtes 91% à dire que le train Peter Bosz a déraillé. Le club va-t-il se... Ouais, je pense qu'on le garde par défaut. Et je pense que même cet été, on l'a gardé par défaut pour éviter de payer ses indemnités, pour éviter d'aller chercher un autre entraîneur sur le marché. Et je suis pas certain que ça a été la bonne décision. Des entraîneurs sur le marché libre, il y en a. Ont-ils envie d'aller à l'Olympique Lyonnais? C'est moins sûr. Serait-il adapté au projet? C'est encore moins sûr encore. Et quel entraîneur aujourd'hui peut réussir dans cette espèce de bourbier qu'est l'Olympique Lyonnais, entre effectifs en fin de course, mercato, rabais et cellules de recrutement quasi inexistantes? Quel entraîneur irait se mettre dans ce bourbier-là? Donnez-moi Tourelle. Et Tourelle, les gars, moi j'adorerais Tourelle. Mais c'est comme De Zerbi. Vous pensez que Tourelle, lui qui a entraîné le PSG, entraîné Chelsea, gagné la Ligue des Champions, pensez qu'il a envie d'entraîner l'Olympique Lyonnais 8e de Ligue 1? Faut se rendre compte quand même, on est sur une certaine forme de déclassement quand même. Aujourd'hui, le projet Olympique Lyonnais, je suis pas sûr qu'il attire des gros coachs. Donc voilà, je suis pas certain. Je pense que les plus crédibles aujourd'hui, ce serait Cassapa pour l'intérim jusqu'à la fin de saison, Rémi Garde, peut-être Julien Stéphan, si jamais il se fait tèche par Strasbourg, parce que Strasbourg va pas très bien, comme ceux qui voulaient Mourinho. Ouais, non, mais il faut se calmer quand même. Il faut se calmer. Non, voilà, constate ce match. En fait, pour moi, c'est pas dramatique de perdre 2-1 contre l'AS Monaco. C'est pas dramatique, vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est la manière. Et en fait, moi, c'est la manière qui m'a vraiment exaspéré. C'est-à-dire qu'on a vu des problèmes de l'OL qu'on a identifiés, qu'on voit depuis une éternité. Et en fait, j'arrive au stade où je me dis, mais comment c'est possible qu'il ne le voit pas, le coach? Comment c'est possible que le coach ne voit pas que Thiago Mendes n'est pas un défenseur central? Enfin, je veux dire, on l'a dit 10 000 fois. Là, c'est quand même criant. Thiago Mendes, il a été à la rue sur chaque duel aérien. Et Peter Bosz nous a dit il y a 3 jours que Thiago Mendes était très bon dans les duels aériens. Comment c'est possible que ce coach s'entête avec Thiago Mendes, défenseur central, qui est calamiteux sur les ballons aériens, qui est calamiteux au marquage? Enfin, je veux dire, c'est un désastre. Et à un moment donné, est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est de l'ego, Thiago Mendes? Est-ce que c'est parce qu'il a décidé qu'il est obligé de s'entêter là-dessus? Il y a un sacré pavé, je suis malade. Là. Non, j'ai quand même l'impression que Peter Bosz voit pas des choses évidentes. Et je vous dis pas que, voilà, 4-2-3 ou quoi que ce soit. Non, je vous parle de choses évidentes. Je l'ai tweeté tout à l'heure, j'ai dit à un moment donné, Toko Ekambi pendant grosso modo 80 minutes. Hein. D'ailleurs, Toko Ekambi a encore fait 95 minutes. Toko Ekambi pendant grosso modo 80 minutes, il s'enfermait dans l'axe. Constamment. Il jouait avant-centre. Toko Ekambi a joué avant-centre pendant quasiment tout le match. Et à un moment donné, Peter Bosz fait rentrer Dembélé. Et là, on se retrouve avec une doublette d'attaquants. Du coup, Toko Ekambi, il peut pas jouer 3e attaquant de pointe, donc il est obligé de rester sur son côté. Et là, giga surprise, Ryan Cherki fait un centre au 2e poteau, et Toko Ekambi est à sa place au 2e poteau, but. Mais comment c'est possible que Peter Bosz ne voit pas ça? Comment c'est possible? Parce qu'à un moment donné, il y a 2 solutions. Soit Toko Ekambi, il a pour consigne de repiquer dans l'axe constamment, et tout le monde est capable de voir que ça ne fonctionne pas, notamment avec Tagliafico qui joue déjà très axial, ou alors Toko Ekambi fait ça de son propre chef et écoute pas le coach, auquel cas il faut sévir, il faut le mettre sur le banc. Mais en fait, il n'y a aucune situation où c'est cohérent d'avoir cette situation-là de Toko Ekambi qui joue attaquant de pointe et qui délaisse son aile en plus de pas défendre, et que ça réagisse pas. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas cohérent. Donc moi je veux bien qu'on critique Toko Ekambi, mais à un moment donné, soit c'est les consignes du coach, soit c'est lui qui fait n'importe quoi et c'est la faute du coach de pas sévir. Donc là, ça, il y avait un problème. Le deuxième problème, c'est comment Peter Bosz peut ne pas voir que Maxence Cacré n'est pas Oussem Aouar, n'est pas Lucas Paqueta et encore moins Ryan Cherki. Moi, Maxence Cacré, lui donner les clés du jeu, ça me dérange pas. Sauf que là, du coup, il l'a changé de côté. Vous savez, on en avait parlé du changement de côté de Cacré. On s'est dit, dans la zone de Tagliafico, ça va pas, faudra mieux le mettre de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, c'est pareil, il se retrouve dans cette espèce de rôle à la Aouar Paqueta, dans un rôle de dynamiteur, et ça va pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Il n'est pas capable, Cacré, d'éliminer dans les petits espaces. Il a du mal à jouer dos au but parce qu'il n'a pas le physique pour faire pivot. Il n'a pas la technique qui lui permet d'éliminer en 1 contre 1. Donc en fait, je ne comprends pas ce que Cacré fait dans cette zone-là. Autant Tolisso aujourd'hui a été plutôt bon. Pour moi, Tolisso, il doit être en 6. Cacré doit être à la place de Tolisso. Et à la place de Cacré, on doit avoir un vrai 10. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand Ryan Cherki a pris cette position-là, waouh, le football, c'est quand même facile. Donc en fait, il y a quand même un problème qui me paraît évident, c'est que dans 3 compartiments extrêmement importants du jeu, c'est-à-dire Thiago Mendes, Toko Ekambi et le numéro 10, ou en tout cas le créateur au milieu de terrain, il y a des évidences que Peter Bosz ne voit pas. Comment c'est possible de ne pas voir ça? Enfin, je veux dire, on le voit tous, vous le voyez, vous. On n'est pas en train d'halluciner. On l'a vu, la rentrée de Cherki. On a bien vu qu'il se passait quelque chose, qu'on était capable de créer le décalage. On l'a bien vu que Toko Ekambi, quand il longe la ligne, ça donne des occasions de but. On l'a vu contre Angers, on l'a vu contre Auxerre. On a bien vu que quand Toko Ekambi se force à élargir,
Ça fonctionne, surtout que là, les Monégasques qui sont 3 à l'arrière, vous avez Toko Ekambi qui ramène le latéral dans l'axe, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc en fait, il y a vraiment des trucs qui, moi, Peter Bosz m'inquiètent depuis pas mal de temps, et là me font dire qu'il est perdu. C'est que ces choses-là, à un moment, elles doivent être corrigées. Ça saute aux yeux de tout le monde, de tout le monde. Je veux dire, il faut pas être un diplômé du diplôme UFAB d'entraîneur de mes couilles, là, pour comprendre ça. Je veux dire, on n'est pas spécialiste de l'entraînement ou quoi que ce soit, c'est des choses qui sont évidentes. Faut mesurer les entrées de Sharkin, de rentrer que sur les attaques défense en fin de match. Oui, mais enfin, quand même, faut que tu vois ce qu'a dit Bosz. Alors, on va aller regarder ce qu'a dit Bosz, si vous voulez. On va aller regarder ce qu'a dit Bosz. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Peter Bosz? Alors, on va aller regarder. Voilà, on va aller sur le Twitter de Inside Gones. Alors, qu'est-ce qu'il nous a raconté, Peter Bosz? J'ai vu beaucoup de bonnes choses, sauf les 3 points. Bon, déjà, on est sur une déclat complètement con. Bien sûr, sur les coups de pied arrêtés, il faut mieux défendre, mais on sait qu'ils sont très forts là-dessus. C'est vrai. Ok. On n'a pas trop de grand joueurs, mais c'était dur. Super l'analyse. Sur la deuxième mi-temps, on a eu des occasions nettes, mais il faut marquer, ça c'est sûr. Bravo, c'est vraiment une belle analyse. Les joueurs n'ont pas lâché après le deuxième but. On ne marque qu'un but, mais les possibilités étaient là. On est déçus parce qu'ils étaient forts sur CPA, on n'a pas su faire le travail dessus, a dit Toko Ekambi. On a fait un bon match. Putain, Toko Ekambi, il dit on a fait un bon match. On a fait 10 bonnes minutes, ça c'est vrai. Les 10-15 dernières minutes de l'Olympique Lyonnais, elles sont bonnes. On a fait un bon match. Non mais on a fait un bon match. Vous imaginez le niveau d'exigence quand même? Il a dit on a fait un bon match, Toko Ekambi. Donc à un moment donné, il y a un problème d'humilité. Enfin, je sais pas si c'est de l'humilité, mais il y a un problème de lecture des choses. On n'a pas fait un bon match. Il y a quasiment aucune occasion. Alors certes, les 2 buts de Monaco, d'ailleurs je vais vous montrer les stats si vous voulez. Si vous voulez, on va regarder à travers le prisme des stats. Je vais vous les mettre, donnez-moi 30 secondes, parce que pour l'instant ça fonctionne pas. Pourquoi ça marche pas? Voilà, ça va arriver. Hop là, elles arrivent. Voilà les stats. C'est vrai, si on regarde les stats, on peut se dire que l'Olympique Lyonnais aurait mérité de gagner ce match. Et c'est probablement vrai, l'Olympique Lyonnais aurait peut-être mérité de gagner ce match, tant l'Olympique Lyonnais a posé des problèmes à l'AS Monaco dans les 15 dernières minutes. Et après, c'est vrai que c'est pas un grand match de l'AS Monaco en face. Mais à un moment donné... regarde l'interview de Lacazette par pitié. Alors, oui, mais on va pas regarder, on va pas lire toutes les interviews. Je l'ai pas vu. Lacazette, je suis désolé pour les supporters, tout le monde qui nous a soutenus, on va essayer de travailler pour revenir. Ça, c'est une bonne déclat, ça. On les savait dangereux sur coup de pied arrêté, on sait que notre point faible, on manque de taille à ce niveau-là. Ok, bah c'est ce qu'a dit Bosz. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a beaucoup de regrets car on les savait fatigués, on aurait pu mieux faire, mais ça fait partie du football, on va travailler cette... Ouais, mais c'est à un moment donné... MDR, ce que vient de dire Mendes, il vient de dire que Mendes était en difficulté dans les airs. Non, mais il y a un certain problème. Enfin, vous voyez, on termine ce match à 61% de possession de balle, notamment sur la première période, et il n'y a pas grand-chose. 20 tirs, 6 cadrés, c'est bien, mais bon, après, c'est vrai, on a Nubel en face, qui est un des pires gardiens de Ligue 1 sur le papier, qui sort le match de sa vie. Bon, ça arrive. Après, on n'est pas obligé de lui tirer direct sur la tête. Les déclats, on va essayer de travailler. Non, mais voilà. Enfin bon... Il y a quand même un problème de fond, je trouve, et Dieu sait que j'ai été parmi ceux qui ont des... Voilà, enfin, attendez, je vais repasser sur l'autre scène. Je trouve qu'il y a quand même un problème de fond avec cet entraîneur. Moi, je l'aime bien. Il est gentil, il a un discours que j'aime bien, des promesses que j'aimais bien, mais il y a des lectures de match et des lectures d'hommes, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible. Je comprends vraiment pas comment c'est possible que Toko Ekambi fasse encore 95 minutes. Je comprends pas comment Toko Ekambi peut repiquer dans l'axe pendant 80 minutes sans que ce soit possible. Je comprends pas que Thiago Mendes soit encore en défense centrale. On a fait jouer Diomandé en réserve. Diomandé, il est opérationnel. Il peut jouer au foot. Et je comprends pas non plus qu'ils veuillent mettre Cacré dans cette espèce de rôle de dynamiteur. Enfin, Cacré, c'est pas Paqueta. Et ces 3 trucs m'inquiètent beaucoup. Tweet d'Olas. Ah bon, on va aller voir le tweet d'Olas alors. On va aller regarder le tweet d'Olas. J'espère que vous me faites pas encore une Kentinho. Hein. Tweet de Olas. Alors, non, non mais vous êtes chiant. Je vous jure, vous êtes chiant. Ah si, pardon. La défaite est injuste. C'est pas vrai. Belle prestation. Notre meilleur match de cette saison contre une équipe forte que nous avons bougé. Si nous cadrons mieux nos face-à-face, on gagne largement ce match. Soyons forts dès samedi, on peut remettre les choses en place. Le L est 5e. Attendez, j'ai le son qu'il faut là. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Non mais c'est voilà, enfin on est reparti. Enfin on va jamais s'en sortir en fait. C'est quoi le prochain tweet d'Olas? C'est nous dire qu'on a été qualifié 25 fois sur les 27 dernières années. On va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir, les gars. Enfin, si à chaque fois c'est oh bah on aurait pu gagner le football parce qu'on n'a pas été si nul au football, puis l'équipe en face ils sont forts, putain, on va jamais s'en sortir, les gars. On est coincé dans une boucle temporelle d'excuses et de c'est pas grave, on est 5e, c'est pas grave, on est 6e, on peut encore remonter. Oh zut, on est 8e, bah zut, on n'a pas de Coupe d'Europe. On est coincé dans une boucle temporelle, quoi. C'est les mêmes trucs. J'ai l'impression qu'on est dans Retour vers le futur là. Vous vous rappelez l'an dernier en février? Non, non, vous inquiétez pas, on est encore à 7 points du podium, tout est possible. Non, non, vous inquiétez pas, on est encore à 6 points du podium, tout est possible. Oh non, zut, on a fait 8e.
C'est pas possible, quoi. C'est un jour sans fin, c'est la marmotte, là. On va se réveiller, il va y avoir le réveil qui sonne et il sera 7 h et on va jouer Monaco ce soir, quoi. C'est un enfer. Enfin, voilà, enfin, à un moment donné, il est là le problème aussi. Il est là le problème, c'est qu'il n'y a pas de remise en question, tout va bien au pays des merveilles, dans la République indépendante de Dessines-Charpieu, le miel est bon et les panneaux solaires fonctionnent. On n'en peut plus, merci Thomas pour l'amendement. On n'en peut plus. Et c'est vrai, la situation n'est pas catastrophique, l'OL est 5ème de Ligue 1, on n'est pas si loin du podium, etc., etc., etc. Mais on va dans le mur, là. On va dans le mur. La prochaine étape, c'est Paris. Paris, il y a quand même un gros risque de giga branlada. Ou alors, on va jouer comme des princes et derrière, voilà. Après, c'est Lens, après, c'est Rennes. Et ça va être quoi la suite? Oh, mais non, pas de souci, on est 10ème, mais on est qu'à 5 points de la 4ème place, c'est top! On n'a pas de Coupe d'Europe, mais on est à 7 points de. Vous vous rendez compte qu'on va être à 10 points du PSG si on perd, là? Enfin bon. Voilà, il y a des choses qui m'inquiètent. C'est pas encore la catastrophe, il y a des motifs d'espoir, mais je suis pas certain que les motifs d'espoir soient suffisants pour que l'OL reparte de l'avant. C'est pas normal qu'aujourd'hui, le facteur X de ce match, ce soit Ryan Cherki, et que Ryan Cherki rentre pour 20 minutes. C'est pas normal. Enfin, à un moment donné, on nous a vendu une concurrence saine, on nous a vendu tout ça. Qu'est-ce que Ryan Cherki fout encore sur le banc? Il a fait une entrée dégueulasse, c'était contre Ajaccio, c'est vrai. On peut pas l'angélifier, Ryan Cherki. Mais putain, toutes ces rentrées, à chaque fois, il se passe des trucs. À chaque fois, l'équipe, elle est léthargique, il rentre, il se passe un truc. Mais qu'est-ce qu'il fout sur le banc? Qu'est-ce qu'il fout sur le banc? Quels sont les motifs d'espoir? Bah, que Dembélé, ça a l'air de bien fonctionner avec la Casette. Que Cherki, quand il est sur le terrain, ça a l'air d'être un peu plus sympa quand même. Que Tagliafico est quand même un mec fiable. Que Lukeba a été super bon face à un Panzer devant lui. Que Gusto a, certes, défensivement, c'est pas ouf, mais qu'il a quand même une activité folle et une qualité de centre. Il y a quand même quelque chose dans cet effectif. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas merdique. Je veux dire, on joue pas avec Bruno Grougy et Benjamin Nivet au milieu de terrain, d'aujourd'hui, parce que c'est très bon joueur de foot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des motifs d'espoir, il y a des choses sur lesquelles on peut capitaliser dans cette équipe. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le coach ne sait pas capitaliser là-dessus. Ne sait pas créer une émulation, ne sait pas créer une concurrence saine. Toko Ekambi, il a joué tous les matchs, les gars. Tous. Mais ça va, il a marqué 2 buts contre une équipe en bois, donc il va enchaîner, il va continuer à enchaîner. Et on va continuer sur un rythme d'un match sur 4. Et il saccage tout. Donc, je sais pas, les totems d'immunité, ça commence à bien faire. Thiago Mendes, il va coûter combien de buts avant qu'on commence à explorer d'autres pistes? Par contre, excusez-moi, on nous a dit Jérôme Boateng est de retour à l'entraînement. Bon, bah tout va bien. Le mec a fait sa reprise le 9 septembre, mais tout va bien, c'est pas grave. Peut-être qu'il jouera un match en décembre, on sait pas, hein, vu qu'il ira probablement pas à la Coupe du Monde, hein, vu qu'il est retraité. Peut-être que d'ici décembre, Jérôme Boateng nous fera l'honneur de disputer un match de foot, qui sait. Donc à un moment donné, voilà, moi je suis inquiet parce que je pense que Peter Bosz c'est mort, qu'il est perdu, qu'il a pas envie d'être là et que les joueurs ont plus envie qu'il soit là non plus. Merci Mika pour l'abonnement. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à faire. Et moi, mon opinion là-dessus, et je vais vous le dire, c'est que, alors je sais pas si vous allez penser comme moi, hein. Pour moi, on est en début de saison. On est le 11 septembre et il est encore temps de choisir une autre voie. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra pas virer Peter Bosz une fois que ce sera trop tard. Donc là, il y a le PSG qui va arriver, on va avoir Lens derrière. Si ça se passe mal, il faudra pas perdre de temps. On est encore en position d'éventuellement sauver la saison avec un autre élan, un autre coach, peut-être un autre environnement, peut-être, je sais pas, le temps de la remise en question, et c'est encore possible de sauver les choses là. Le problème étant qui? Bah ça, voilà, ça c'est la grande question. Qui? Je ne sais pas. Sauf que je commence à avoir une certitude, c'est qu'on n'y arrivera pas avec Peter Bosz. Et ça m'emmerde parce que Dieu sait que j'ai voulu y croire. J'ai voulu y croire à Peter Bosz quand il est arrivé. Je me suis dit, ah, football attractif offensif. Ah oui, la demi-finale contre l'Ajax. Ah oui, ceci, cela. Ah oui, Borussia Dortmund, Leverkusen et compagnie. On a tous eu envie d'y croire. Et ça me fait chier, je vous jure, ça me fait chier d'avoir eu tort là-dessus. Ça me fait chier d'avoir eu tort. Et par contre, ah oui, petit sujet. C'est pas parce que vous avez mangé de la tarte au caca pendant 4 ans que manger de la tarte au vomi aujourd'hui, ça rend la tarte au caca de la veille meilleure. Hein. C'est pas parce que Peter Bosz c'est nul que Rudy Garcia et Bruno Genesio c'était génial. Donc moi les révisionnistes de la première heure là qui nous expliquent que c'était vachement mieux sous Genesio et Garcia, alors déjà l'effectif était pas le même, mais en plus c'était quand même sacrément de la merde. Enfin Rudy Garcia il termine 4ème sans Europe et la concurrence c'est pas la même. Hein. Rennes n'envoie pas les millions à ce moment-là. Le projet de Nice il est pas encore abouti. Donc moi j'en ai un peu marre aussi des révisionnistes, c'est pas parce que Peter Bosz c'est un échec, Peter Bosz c'est un échec, c'est vrai, ça va probablement être un échec cuisant qui va se solder par un licenciement, mais il faut pas faire les révisionnistes, hein. Comme quoi le cerveau humain il a quand même tendance à vachement vite oublier les moments difficiles, hein. C'était quand même beaucoup moins bien. Bah c'était moins bien. Et Bosz par contre oui, Bosz c'est un échec, et ça fait chier que Bosz soit un échec.
Après, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Ça changera pas le problème de l'échec. On peut trouver des circonstances atténuantes à Peter Bosz. Il est arrivé, il était emmené par Juninho. Juninho s'est fait jeter par-dessus bord. Ensuite, on lui a mis dans les pattes des gens qui visiblement veulent pas trop de lui. Il y a un environnement au club qui va pas très bien. Son mercato, on lui a dit d'aller se faire foutre. Donc certes, il a des circonstances atténuantes, Peter Bosz. Cela étant dit, il y a des trucs qui vont pas. Je suis désolé, tout ce dont on a parlé, est-ce qu'on peut trouver des excuses pour Peter Bosz avec Thiago Mendes? Non. Est-ce qu'on peut trouver des excuses pour Toko Ekambi? Non. Est-ce qu'on peut trouver des excuses pour cette espèce de 4-3-3 avec 3 milieux à vocation défensive sur le papier? Voilà. C'est long quand même. Ça commence à faire un peu long. Ça fait 14 mois, Peter Bosz. C'est long, hein. Oh là, ça a tweeté, pas de remise en question. Non, mais il n'y en aura jamais. La remise en question, elle n'arrivera jamais. Il reste 2 ans et demi de Jean-Michel Aulas avec son encadrement. Après, on aura John Textor qui prendra la suite. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera mieux. On ne sait pas, on ne connaît pas John Textor. Ça se trouve, il est nul. Ça se trouve, il va s'entourer de tocards. On ne sait pas, on ne connaît pas. Donc attention à pas trop vouloir trop vite que tout ça dégage ou quoi que ce soit. Maintenant, voilà, on va voir. Ça se trouve, on va gagner contre le PSG et vous viendrez sortir des clips en disant alors gros con, tu connais rien au foot. On ne sait pas. C'est possible, hein. L'Olympique Lyonnais, on peut parfaitement battre le PSG, hein. Voilà. Mais le problème, c'est que là, on a vu depuis le début de la saison, j'ai vu des mecs dire ah bah vous attendiez que ça qu'on perde. Non, c'est juste que ça s'était vu à des kilomètres. On a vu des faiblesses contre certaines équipes. Enfin, regardez Auxerre. Auxerre, on gagne 2-1. On souffre beaucoup. On fait des erreurs majeures contre Auxerre. Auxerre, ils se sont fait tarter la gueule par Rennes, qui était en grande difficulté sur cette début de saison. Puis alors, tarter la gueule, sale. Hein. C'est un 5-0 des familles bien salé. Auxerre, ils n'ont pas existé. Donc en fait, on a vu des équipes faibles en face et on n'a pas vu un grand OL. On a vu plein de problèmes. Et dès qu'on a tapé une équipe qui était forte, parce que Lorient, cette année, est très fort, pouf, tout s'est écroulé. Là, on joue contre Monaco. C'est un tout petit Monaco, hein. C'est un tout petit Monaco qu'on a joué ce soir. Ils ont 2 buts sur coup de pied arrêté, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les buts viennent d'erreurs sur coup de pied arrêté de marquage et d'une grossière erreur de Thiago Mendes qui fait poteau en début de match. Mais il n'y a pas grand-chose dans ce Monaco-là. C'est pas une équipe forte, Monaco. Donc là, voilà, il y a un problème de fond qui est que on avance tout droit avec notre petit RER et on va droit dans la gueule d'un gros TGV qui va nous défoncer la gueule. Auxerre n'a pas été horrible pour le coup, je trouvais. Non, mais en fait, le problème, c'est que les petites équipes n'ont jamais l'air horribles contre l'OL. C'est-à-dire, vous regardez les autres matchs de Ligue 1, vous regardez Montpellier contre Brest, ils en prennent 1000, et vous vous dites, putain, Montpellier, ils sont vraiment à chier. Puis après, Montpellier va jouer l'OL, et vous dire, oh, c'est pas si nul. Angers, pendant 30-45 minutes, on se dit, oh, c'est pas mal, Angers, ça joue bien au foot. Puis ils se font tarter la gueule tous les week-ends. Alors, pas ce week-end-là. On joue contre Auxerre, on dit, ah, Auxerre, finalement, c'est pas si nul. Boum, 5-0. Enfin, vous voyez le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois que l'OL affronte une équipe qui est en difficulté, elle a pas l'air si nulle contre l'OL. Elle a pas l'air si nulle. Donc, il y a un problème quand même. C'est nous qui sommes mauvais, qui sont incapables de jouer au foot correctement. Et on chatte parce qu'on a des bonnes individualités. Et encore aujourd'hui, ça peut chatter. Hein. Ça peut chatter. Si Dembélé tire et que ça va juste là, plutôt d'aller dans la gueule de Nubel, il y a 2-2. Si on chatte un peu, on peut même gagner 3-2. Mais le problème, c'est qu'on ne devrait pas s'en remettre à avoir des coups de chatte parce qu'on a des individualités. Sur le plan collectif, il n'y a pas grand-chose. Sur le plan individuel, il y a des bons joueurs. On le sait. On sait qu'il y a des bons joueurs, on sait que Lacazette est un bon joueur, on sait que Tété, même s'il y a beaucoup de déchets ce soir, est un mec qui est capable de provoquer des choses. On sait que Cacré, il y a des coups de génie. Tolisso, il a des transversales qui sont quand même fabuleuses. Gusto a une puissance physique et une qualité de centre qui est quand même au-dessus de la moyenne. Mais collectivement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Collectivement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc je pense on peut se poser la question, je vois, vous me parlez de 4-4-2, vous me parlez de ceci, de cela, on peut se poser la question de ce qu'il faut changer dans cette OL pour que ça aille de nouveau de l'avant. Moi, je commence à penser que Peter Bosz est perdu. Et je pense pas qu'on puisse considérer... Enfin, encore une fois, voilà, c'est toujours pareil. Et je pense que je vais vous le répéter à chaque débrief. C'est si on prend cet Olympique Lyonnais à travers le prisme de si c'était Genesio ou Garcia. Et vous imaginez l'état des réseaux sociaux et l'état dans lequel on serait si Genesio ou Garcia continuent à mettre Thiago Mendes titulaire en défense centrale, s'ils mettaient Toko Ekambi titulaire 95 minutes par match, mais on pèterait un plomb, les gars. On pèterait un plomb. Donc pourquoi on est indulgent envers Peter Bosz par rapport à ça? Parce qu'il est gentil, parce qu'il se fout pas de la gueule des supporters en conférence de presse, parce qu'il a pas entraîné l'OM, donc on a tendance à être un peu indulgent. Mais à un moment donné, stop, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Enfin, à un moment donné, il y a des choses qui sont insupportables, quoi. Insupportables. On n'est pas indulgent. Si, on est indulgent. On est indulgent parce que là, on se pose la question, mais on n'est pas en train de tweeter partout Bosz démission. Alors que Bosz, en vrai, malheureusement, les performances de Peter Bosz et le jeu déployé mériteraient qu'on foute des Bosz démission partout sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? On le fait pas parce que le mec nous inspire une certaine sympathie et parce qu'on sait à force que le problème, c'est pas que Peter Bosz.
Donc on a tendance à pas vouloir se réfugier derrière le côté balançons l'entraîneur, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça commence à faire un peu beaucoup pour tout mettre sur le dos de l'entraîneur. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'indulgence envers Peter Bosz. Moi le premier, on lui charge des excuses, mais là ça fait presque 1 an et demi, va falloir arrêter quand même. Voilà. Non, j'avais noté sur mes petits trucs là, quel coach pour prendre la suite de Peter Bosz? C'est ça la vraie question, parce que je pense que c'est que ça qui le tient un peu par un fil. Je pense que Peter Bosz est encore entraîneur de l'OL pour 2 raisons. Que 1, il coûte cher à virer, et que 2, il n'y a pas de candidat crédible à sa succession. Si c'est pas... Enfin voilà, vous me dites Rémi Garde, mais ouais, mais... Voilà, ça a viré Silvino au bout de 3 mois. Ouais, c'est vrai. Après, le bilan comptable de Silvino était moins bon. En tout cas sur cette saison-là. Non mais Tourelle, arrêtez. Et je vous jure, arrêtez avec Tourelle. Je vous jure, je vais péter un plomb. Je vais me jeter par la fenêtre au prochain Tourelle. Tourelle, mais arrêtez les gars, c'est comme si vous me disiez il nous faut un ailier gauche, il faut quelqu'un pour remplacer Paqueta. Enfin voilà, arrêtez avec Thomas Tuchel, je vous jure, j'ai l'impression de voir les mecs qui voulaient Hakim Ziyech au dernier mercato. Quand je vois des Tuchel, c'est vous me faites penser on a perdu Paqueta, il faut le remplacer. Peut-être qu'on peut recruter Kevin De Bruyne. Arrêtez, putain. L'Olympique Lyonnais c'est un 5 sur 10, Tuchel c'est un 9 sur 10. Dans quel monde? Arrêtez avec Laurent Blanc aussi. Salut Charlie, c'est Zizou. Arrêtez avec Laurent Blanc, s'il vous plaît, arrêtez avec Laurent Blanc. Laurent Blanc, il n'a pas entraîné de club de football depuis le XXe siècle. Laurent Blanc, c'est plus un coach, c'est un golfeur professionnel. Le seul intérêt pour l'Olympique Lyonnais de recruter Laurent Blanc, c'est de quadrupler le chiffre d'affaires du golf de Chassieux. Alors ils seront contents, ils ont perdu Marcelo et récupéré Laurent Blanc. Arrêtez avec Laurent Blanc, putain. Et pourquoi pas Giroud? Il est vivant, Giroud, il est entraîneur, il peut entraîner l'OL. Arrêtez avec Laurent Blanc. Les mecs qui te disent Tuchel, c'est les mêmes qui jouent à l'Euro Million. Oui, c'est exactement ça. Ouais. À quel moment le nouveau coach va améliorer Thiago Mendes? Non, mais à un moment donné, on a un mec qui s'appelle Sinali Diomandé quand même. Alors certes, c'est peut-être pas Beckenbauer, mais au moins il est défenseur central. Non, mais bon. Deuxième tweet de Olas. Allez, let's go, on y retourne. Le tweet de Olas. Alors. C'est révélateur ou pas, ce sont les ingrédients de demain. Soyons tous derrière Alex, Coco et le groupe, on aura une très bonne surprise. Il a mis les stats du match. Il a mis un screen avec les stats du match. En fait, ça sert à quoi? Vous voyez, ça sert à quoi? Après, on sait à quoi ça sert. Il veut prendre la foudre à la place du monde. Mais cette méthode-là, elle a 20 ans. Bon, je vais mettre mon Bob Cochonou, j'en ai marre. C'est trop chaud, là. Voilà. Cette méthode, elle a 20 ans. Putain, vous vous rendez compte quand même qu'il... Il a pris... Faut que je vous montre. Faut que je vous trouve faut que je vous montre le tweet parce que ça va pas. Ça va pas du tout, là. Faut que je vous montre le tweet. Alors, attendez. Je vais vous l'afficher parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, Chrome, voilà. Regardez le tweet. Je vais vous enlever les stats. Le tweet de Jean-Michel Aulas, c'est une capture d'écran d'un mec sur WhatsApp qui lui envoie un message. Non, mais ça n'a aucun sens. Il a pris une capture d'écran d'un message WhatsApp d'un mec qui est probablement... Je ne sais pas qui est Ismaël Billy, en tout cas, bravo à lui. Parce que vous savez que le numéro de téléphone de Aulas circule un peu dans les sphères lyonnaises et que si vous lui envoyez un message sur WhatsApp, parfois il répond. Enfin, est-ce que vous connaissez un président de club qui répond aux messages sur WhatsApp de tout le monde? C'est qui Ismaël Billy? Mais je sais pas qui est Ismaël Billy. Je sais pas. Et donc, il répond en mettant un screenshot. Non, mais c'est lunaire. C'est lunaire, on n'a jamais vu ça. C'est un génie. C'est extraordinaire. Non, mais... C'est les mêmes recettes depuis 20 ans, et à un moment donné, on est fatigué, Jean-Michel. On est fatigué. On est fatigué des recettes à base de tweets, à base de records de qualification, de coef UEFA. On n'en peut plus, Jean-Michel. On veut un peu de lucidité, on veut un peu d'honnêteté. C'est pas grave de dire que le club est pas au top. C'est pas grave de dire que ça va aller mieux, qu'effectivement on n'a pas fait un bon match. C'est pas grave, on n'est pas obligé de faire Kim Jong-un, de dire qu'on est le meilleur club du monde et que tout va bien au pays des merveilles. On n'en peut plus, Jean-Michel. Au secours. On n'en peut plus d'être en dépression. On a envie de mettre The Doors à chaque début de live, là. Ce qui me fout droit, c'est la taille de la police. Oui, la taille de la police. Regardez. Elle prend tout l'écran. Le pauvre. Ah, merde. Ah non, je vous jure, c'est dur quand même. C'est dur d'être supporter de l'OL. Hein. C'est dur. La taille de la police, putain. Il est comme ça sur son portable. Pour voir un pâté de 2 phrases, il est obligé de scroller pendant 48 heures.
Non mais on peut plus. Ismaël Billy est un poète et ténor français né à Lyon le 14 novembre 1980. Non mais c'est... On vit dans la 5e dimension quand même. C'est même pas la 4e, là c'est la 5e dimension. Ça a pas de sens ce club. Franchement Ismaël Billy, si tu vois cette vidéo, si tu nous regardes, t'es un putain de roi. Hein. T'es un putain de roi. Il a répondu à Riolo. Oh là là, non mais ça y est, on est parti sur du pic Jean-Michel Aulas là. C'est que ça va vraiment pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? J'adore retweeter Daniel Riolo, son analyse des justes. Oh là là, il faut appeler le Samu là. Là, il faut... la réponse du schizoïde. Là, il faut appeler le Samu, là, vite, vite, vite. On appelle le 17, hein. On appelle le 17 tout de suite. Il va pas bien là. Qu'est-ce que... Ah, mais c'est parce que Riolo a dit que l'OL a pas été mauvais. Non mais là, il y a un problème. Il est en train de faire un AVC, Jean-Michel. Il vient de dire du bien de Daniel Riolo. Ah là, vite, vite, appelez la police là. Et on lui a volé son compte. Appelez le 17, faut signaler ce truc-là. La réponse me fume. Il s'est fait pirater. Ah non, mais quand même, on rigole bien hein, avec ce club. On a envie de se foutre en l'air, mais on rigole bien, c'est rigolo. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, de toute façon? Voilà, au classement, l'OL est 5e, c'est pas le drame. Mais on va droit dans le mur. On s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Vous y croyez, vous? Vous y croyez? Moi, j'y crois pas. Hein. Monaco n'est pas si loin de Saint-Tropez. C'est comme Ferrari. Il y a des parallèles entre l'Olympique Lyonnais et Ferrari. Hein. Dans ce côté, c'est nous les meilleurs, on fait tout bien et on n'a pas de chance. Et ça ira mieux demain. Sauf que ça va jamais mieux demain. Il y a vraiment un parallèle assez fou entre Ferrari et l'Olympique Lyonnais. Ce côté gloire passée qui s'enferme dans des méthodes un peu familiales sans prendre le wagon du 21e siècle. Il y a un peu de ça, ouais. Mais bon, ça faisait longtemps que c'était pas marré avec l'Olympique Twito. Bah, on rigole jaune, quoi. On rit jaune, c'est dommage. Oh là, c'est encore sur la Côte d'Azur. Oui, il est à Nice. Enfin, il est à Monaco, du coup, c'est logique. Moi, je pense, malheureusement, et ça me fait chier de dire ça, mais je pense que l'Olympique lyonnais ne s'en sortira qu'une fois qu'il y aura des grands changements en haut, et que c'est tout à son honneur de John Textor d'avoir laissé la main à Aulas encore 3 ans, mais j'ai quand même l'impression qu'on s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas un grand changement de mentalité à l'intérieur de ce club. Et on refait les mêmes erreurs avec les mêmes recettes, avec les mêmes conditions dans lesquelles on met les coachs qui en plus visiblement ne sont pas les bons pour le projet. Trop d'instabilité, trop d'incohérence entre le discours et les moyens déployés, trop de bananage de supporters. Vous vous rappelez qu'on nous a expliqué qu'on allait revenir à la DNOL et mettre les jeunes au centre du projet. En fait, c'est juste pour nous faire passer la pilule qu'on va rien dépenser. Il y a trop de choses qui vont pas dans ce club et je pense qu'on est encore parti pour une saison galère et qu'on va encore nous dire que si on finit 4e, on a sauvé la saison alors que l'Olympique Lyonnais joue pas la Coupe d'Europe. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a un côté déclassement, déclin inévitable qu'il va falloir désamorcer et inverser à un moment donné. Et pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Voilà. Textor, il va faire quoi? Textor, à un moment donné, il va falloir qu'il change l'environnement du club. Voilà, donc je sais pas où on va. Mais en tout cas, voilà, on s'alerte, hein, c'est que 2 défaites, ça peut aller mieux, ça peut repartir du bon sens, on sait jamais. Mais les signaux sont vraiment pas positifs pour l'OL sur ce début de saison. Il y a un bilan comptable qui est trompeur, qui est en trompe-l'œil. Je l'avais déjà dit là, il y a une semaine qu'on était sur un club qui fait du trompe-l'œil. Et ceux qui voient les matchs de la première à la 95e minute voient bien les problèmes qu'il y a dans cet effectif et voient bien qu'on va dans le mur. Et que malheureusement, on est sur un club qui réagit en fonction de la crise. Le club de l'Olympique Lyonnais ne se bouge que quand c'est la catastrophada. Et malheureusement, le premier coup de sabot est venu à Lorient. Et c'est venu un peu tard pour qu'on puisse ajuster sur le mercato. Et ça, c'est un vrai problème de gestion pour l'OL. C'est-à-dire que là, il va falloir ajuster en panique. Gusto qui termine le match sur une jambe, petit motif d'inquiétude. Bah, c'est un peu prévisible aussi. C'est un peu prévisible. Gusto, il enchaîne. On dirait Jesse Pinkman dans la saison 5 de Breaking Bad, là. Il est enchaîné sur son couloir droit et on lui demande de faire des allers-retours pendant 95 minutes tous les 3 jours. Il va péter, Gusto, à un moment donné. Il va se blesser. On peut pas demander à un gamin de 19 ans de porter autant sur ses épaules. Il faut qu'il tourne, il faut qu'on le remplace, il faut qu'il souffle. À un moment donné, il va se blesser et on va être dans la merde. On va se retrouver avec Henrique arrière droit, ça va être la catastrophada. C'est déjà un miracle qu'on se retrouve avec une équipe à peu près au complet avant le PSG. Donc non... c'est... Forcez pas avec l'interview de la Casette. Hein. J'ai pas... Enfin, on a... Vous savez, le débrief, il est 23h34 déjà. Hein.
Autant à Lorient on était calamiteux, autant ce soir on peut et doit gagner. Non, aujourd'hui je vous dis pas qu'on est calamiteux sur 90 minutes, mais il y a 80 minutes très faibles quand même. On est moins calamiteux à partir du moment où Cherki entre en jeu. Mais en fait c'est pire. C'est pire parce que ça veut dire qu'à partir du moment où Peter Bosz met ses notes à la poubelle, tout va mieux. Mais qui ça surprend? Qui ça surprend? Ça fait combien de matchs que l'OL est pas bon et que quand Dembélé et Cherki rentrent, il se passe un truc. À un moment donné, il faut quand même amorcer le changement. Il faut quand même amorcer quelque chose. On voit bien que Cherki, quand il rentre, il se passe quelque chose, qu'il a une capacité à déclencher un peu la folie. Bah, prends les décisions qui s'imposent. Parlons de Lopez. On va en parler après. On va faire les notes individuelles parce que ça traîne déjà. Ça traîne pas mal. On va aller lancer les notes. Hop, on va mettre l'interface dans 2 secondes. Hop, voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, ça va arriver dans 10 secondes. Allez, c'est parti. On va dessiner le terrain comme d'habitude. Voilà, hop, allez, on dessine le terrain. Voilà. C'est le petit moment pause du stream. Et je vous rappelle, hein, si vous êtes sur YouTube, lâchez les pouces bleus s'il vous plaît. Ça progresse, c'est grâce à vous, ça fait plaisir. Et abonnez-vous parce qu'à 1000 abonnés sur YouTube, j'ai le droit de monétiser les vidéos et on est à 750. Voilà, si vous êtes sur Twitch, je vous mets le lien dans le chat là. Voilà, hop. Alors, dans l'ordre, merci Chomoul pour l'abonnement, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, merci pour les pouces bleus, ça fait plaisir. Alors, Lopez, hop, Tango, Merguez, Malo Lagouste, Loukeba, et on va faire les notes individuelles. C'est long écrire Tagliafico. Hein. Le Penant, Tolisso, Caqueret, Lacazette, Toko et Tété. Voilà. Peut-on avoir un paint avec l'organisation du dernier quart d'heure pour rire un coup? On fera ça plus tard. On fera ça plus tard. Alors, dans l'ordre, Lopez. Il y a des sacrées saucisses quand même, balle au pied, Lopez. Hein. Waouh, putain, il y a des passes. À un moment donné, il y a une passe pour Cacré, là. C'est dur, hein. C'est dur, Lopez. Et surtout, il n'y a pas d'arrêt décisif. Alors, certes, on ne peut pas lui reprocher non plus sur les buts, ils sont difficiles à arrêter. Mais à un moment donné, bon, ça commence à faire longtemps depuis le dernier arrêt décisif. Et les relances au pied, en fait, c'est quand même dur parce que Lopez, là, commence à souffrir de la comparaison avec Ryu sur le jeu au pied. Et ça, on ne l'avait pas forcément attendu. Donc, effectivement, c'est pas un bon match de Lopez, quoi. Vous êtes dur à mettre 3 parce qu'il n'est pas fautif non plus. Mais c'est vrai qu'il apporte pas grand-chose. Il y a un moment donné, il a 10 secondes balle au pied, il envoie une saucisse en touche. Oh là là, on peut plus, quoi. Donc on va mettre 4 parce que c'est pas un match dégueulasse de la part de Lopez. Il peut rien sur les 2 buts. Alors, il peut peut-être sortir un arrêt miraculeux, mais on peut pas lui reprocher d'être fautif sur les 2 buts. Il sort un bel arrêt sur la frappe de Golovin, même si elle est sur lui. Mais voilà, il y a des relances balle au pied, c'est laborieux, c'est très très laborieux quand même. On va commencer par Tagliafico. Tagliafico, c'est le même constat tous les week-ends. Toujours ce même engagement, toujours ce même apport offensif qui est un peu surprenant. Moi, je trouve que Tagliafico, il est bien. Il est bien, il n'est pas neutre. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il est neutre. C'est un peu plus que la moyenne pour moi, ça vaut 6. C'est un bon match de Tagliafico. Moi, j'aime bien, il y a vraiment de l'engagement et un côté... À un moment donné, il y a un duel aérien, et Tagliafico, c'est pas le plus fort dans les duels aériens, et putain, il a mis une espèce de tête plongeante, le mec a valdingué. Non, Tagliafico, bon joueur quand même, hein, bon joueur. On peut rien faire de mieux. Il y a une manie à taper sur Lopez des fois alors qu'il nous sort souvent de la sauce. Pas ce soir. C'est vrai, l'an dernier, Lopez nous a souvent sauvés. Mais cette saison-là, non. Hein. Cette saison-là, pour l'instant, on est sur des bases d'une saison pas ouf de Lopez. C'est pas le plus mauvais du match, bien évidemment. Non, Tagliafico, pour revenir sur Tagliafico, il est rassurant. Il a vraiment un côté fiable, rassurant. Vous savez que quand il va au duel, il va soit faire une faute vicieuse, soit il va tacler et tacler propre. Tagliafico serait meilleur s'il avait un ailier collectif. Ah ça c'est sûr ça. Loukeba, moi j'ai trouvé Loukeba plutôt pas mal, surtout qu'il avait un sacré client en face. On sait que Loukeba a souvent du mal contre les gros attaquants très physiques, et je l'ai trouvé pas mal, donc c'est la preuve qu'il progresse dans un domaine où il était plutôt faible. Moi je le trouve plutôt bon ce soir, Loukeba. Malheureusement il est quand même un peu largué sur le 2e but, donc je trouve que votre 6 il est un peu sympa. On va quand même mettre 5. On peut pas lui mettre en dessous de la moyenne parce qu'il fait un bon match, mais il est un petit peu fautif au marquage sur le 2e but. Moi, je pense que Loukeba, c'est quand même miraculeux qu'il arrive à être aussi fort.
avec un partenaire aussi mauvais, quoi. Ce mec-là, il a besoin d'un gars à côté de lui pour le faire progresser. Il a pas besoin de Thiago Mendes, quoi. Donc voilà, il joue pour deux. C'est exactement ça, Luis Pepito. Donc il subit Mendes et c'est dur, quoi. Bah Thiago Mendes, voilà, bon Thiago Mendes, fautif sur le premier but, calamiteux dans le duel aérien. Honnêtement, on aurait pu en prendre plus, hein. On aurait pu en prendre plus par ses errances défensives. Parfois, il a tendance à monter sur les dégagements ici, et puis le ballon passe par-dessus lui. Et derrière, ça donne une bonne occasion. Il y a eu pas mal d'occasions comme ça. Thiago Mendes, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout, Thiago Mendes. C'est désastreux en défenseur central. À un moment donné, il va falloir arrêter. À un moment donné, j'y ai cru, pas longtemps, hein, j'y ai cru 2 matchs. Mais putain, à un moment donné, est-ce que c'est dur de voir que c'est pas son poste? Et je suis sûr en plus qu'il serait pas si mauvais en 6. Il a des mouvements de 6, il a des anticipations de 6, il a la capacité à gagner les duels aériens d'un 6. On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Il faut remettre 6 à un moment. Ouais, mais je suis d'accord. Gusto, Gusto, c'est un peu pareil. Moi, je l'ai trouvé intéressant dans le volume. Il a énormément touché de ballons en première période. Mais défensivement, c'est léger. Gusto, défensivement, c'est léger. Et malheureusement, il va falloir aussi progresser de ce côté-là. Il est encore une fois pas aidé par la Mitango Merguez, qui a tendance à le laisser un peu tout seul. Mais voilà, Gusto, c'est trop léger défensivement ce soir. Et je pense que ouais, c'est au mieux 5. Mais Gusto, ça se sent que physiquement, ça commence à piocher. Maintenant, effectivement, il a quand même une capacité à courir. Il y a un côté Kyle Walker dans le bonhomme, à prendre des espaces, à être percutant, qui, moi, je trouve quand même vachement intéressant. Maintenant, Gusto, je sais pas combien de temps ça va tenir, mais à un moment donné, je vous le dis, ça va péter. Et quand ça va péter, on va se bouffer les couilles. Parce que c'est une évidence. Il commence à être fatigué, Gusto. Mais si Gusto se pète, on fait comment? On mettra Enrique, ou on mettra Koumbedi qui a 17 ans et pas un seul match en Ligue 1. Non, Gusto, je pense qu'il faut mettre 4 ce soir. Voilà, c'est pas ouf. Voilà. C'est pas ouf et il n'y a pas de passe D. Et malheureusement, je pense que Gusto, il m'a l'air un peu fatigué. À mon avis, on verra jamais Cherki et Ah bah non. Ah bah non. Contre le PSG. Alors peut-être ce sera la surprise Cherki. En tout cas, Diomandé, non. Il sera pas titulaire. En tout cas, Gusto devrait jouer dans une défense à 5. En fait, la défense à 5, je pense que Thiago Mendes serait pas trop mal dedans et que Gusto non plus. Le problème, c'est que la défense à 5, t'as déjà 2 défenseurs, c'est limite. Donc bon. Mais effectivement, la défense à 5 sur le papier, pourquoi pas? Le problème de la défense à 5, c'est qu'il faut bien retirer un de ces joueurs-là. Donc c'est quoi la défense à 5? C'est tu mets Lacazette, Dembélé, Cherki, Tolisso, Cacré, et du coup tu fais sauter Tété. Bizarre, je vois pas trop. Le Penant, un peu plus discret aujourd'hui, mais quand même beaucoup de ballons récupérés en première période. C'est pas le match le plus mémorable de Le Penant, qui est en train de, pas de plonger, mais un peu transparent. Mais il a bien récupéré pas mal de ballons, je trouve, Le Penant. Un peu tendre. C'est pas un mauvais match de Le Penant, mais un peu discretos, quoi. Discretos, je pense qu'on peut lui mettre 5, ouais. C'est pas un mauvais match. Tolisso, moi je l'ai trouvé bon, mais je continue de penser que Tolisso, sa place n'est pas dans cette zone-là. Après, je pense quand même que l'idée de mettre Tolisso dans cette zone-là était la bonne, parce que Tolisso a plus cette capacité à ratisser, et surtout quand il est dans cette espèce de zone-là, là, Tolisso, et qu'il envoie des grandes saucisses là-bas de l'autre côté pour Tété, ça c'est intéressant. Donc je pense que cette zone-là est la bonne pour Tolisso, parce qu'elle est sur son pied droit, et ça lui permet de bien orienter comme ça, vous voyez. Donc Tolisso, c'était pas mal. Moi j'ai trouvé Tolisso rassurant. Et il éclaire le jeu, ouais, effectivement, totalement Etistav. Il éclaire le jeu. Pour moi, c'est un des meilleurs ce soir. Je te dis ça, on va mettre 6. Cacré, en fait, ça m'emmerde parce que Cacré, on voit que c'est un bon joueur. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est un super joueur. Mais en fait, comme il est dans cette zone-là, là, et que Tolisso joue dans cette zone-là, Le Penant est un peu en retrait dans cette zone-là, Cacré se sent obligé d'aller occuper cette zone-là. Et quand il occupe cette zone-là, il se retrouve dos au but, à devoir combiner dans les petits espaces, et c'est pas du tout sa qualité. Cacré doit jouer face au jeu, pas dos au but. Donc malheureusement, Cacré, dans ce rôle-là, ça va pas. En tout cas, c'est pas lui qu'il faut dans cette zone-là. Parce que dans cette zone-là, il a le rôle à la Paqueta, et ça va pas. Il est pas fait pour ça. Il a rien à foutre dans cette zone-là. Effectivement, à difficilement pouvoir lui mettre la moyenne à Cacré ce soir, et ça fait chier, parce qu'on voit qu'il est capable de faire des super choses, Cacré. Mais il joue trop haut. Cacré, sa place, elle est pas ici. Cacré, il doit être un peu plus en retrait. Sauf que du coup, si tu le mets un peu plus en retrait, soit tu mets Tolisso à la place de Le Penant, auquel cas tu fais sauter Le Penant, et c'est un peu dommage. Mais en fait, la solution, elle me paraît assez simple dans l'absolu. C'est que là, c'est Cherki qui doit être là. C'est Cherki dans cette zone-là.
Donc bon, voilà. Tété, il se Toko et cambise, et ça me fait chier, c'est-à-dire que il s'enferme dans cette espèce de rôle à je repique sur mon pied gauche et je tire ou je centre, et c'est dommage parce qu'il le faisait pas la saison dernière, il avait plus de variété dans son jeu la saison dernière, Tété, et je trouve qu'il est en train de s'enfermer dans un rôle qui va pas, espèce de Rachid Ghazalisation là. Maintenant, on sent toujours qu'il y a quand même des choses qui se passent avec Tété, on sent qu'il est quand même capable de tout dynamiter, et surtout, ça fait sens que Tété aille dans cette zone-là parce que vous avez Gusto qui vient prendre cette zone-là. Donc ça fait sens, contrairement à Toko Ekambi dont on parlera plus tard. Mais il a été remuant, mais moi j'aimerais que Tété varie davantage son jeu, qu'il joue un peu plus sur son pied droit, qu'il essaye de varier pour qu'on sache que les défenseurs soient pas tout le temps en train de l'attendre sur son pied gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aimerais que Tété ait la consigne d'occuper un peu plus cette zone-là et un peu moins celle-là, vous voyez? Après, voilà, c'est pas un mauvais match de Tété. Il a quand même des fulgurances assez folles, puis on sent que le bonhomme, il a du ballon. Donc c'est pas un match dramatique comme Toko, mais un peu prévisible. Donc on va mettre 5. 5 pour Tété. On m'avait dit que c'était un poulet sans tête en début de saison. Ouais, il faut arrêter quand même ça. Et Toko, avant d'aller embrayer sur la casette, Toko... Voilà, Toko. Moi, en fait, vous allez dire que je m'acharne. Et c'est vrai, je m'acharne. En vrai, c'est vrai, je m'acharne. Mais c'est toujours les deux mêmes constats avec Toko et Kambi. Vous voyez? C'est toujours les deux mêmes constats. C'est-à-dire que le premier constat, c'est que il est attiré par le but, mais c'est une obsession. Et le deuxième constat, c'est que il attend toujours que ce soit la dernière possibilité pour faire la passe. C'est-à-dire jamais, ou presque jamais, Toko va recevoir le ballon et se dire « je vais le donner ». D'abord, il va regarder s'il peut tirer. Et s'il peut pas tirer, il va tirer quand même. Et si jamais tirer, ça va pas du tout marcher, là, à ce moment-là, il va faire la passe. Il y a une action à un moment donné où vous avez Toko qui récupère le ballon dans cette zone-là. Là. Vous avez Tolisso qui part dans son dos. Et lui, en fait, il fait 2 petits pas pour voir s'il peut frapper. Et ensuite, il la donne à Tété ici, qui n'est pas le bon choix, parce que Tété est en déséquilibre quand on voit une frappe qui passe au-dessus. Et en fait, c'est mon problème avec Toko. C'est-à-dire que cette obsession du but et cette volonté de frapper, ça lui rapporte des buts dans la saison. Mais combien ça en coûte ? Combien de fois Toko, au lieu de choisir l'option altruiste, va essayer de frapper, va essayer de percuter, essayer de cogner, et va perdre le ballon, au lieu de donner un ballon derrière safe qui peut éventuellement déboucher sur une autre action. Et en fait, non seulement il n'est pas ailier, mais surtout il n'est pas altruiste, Toko. Et on en revient toujours au même constat, qui est que quand vous enlevez les buts à Toko, il reste rien. Il n'y a rien à en tirer. Tété, on a quelques fulgurances, on a quelques bonnes combinaisons. Quand vous avez Toko et Kambi et qu'il ne marque pas, son match, c'est -5. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu prends des viewers en appel. Pas cette fois, on fera ça pour Paris Saint-Germain. Donc Toko, ce soir, 2, voilà. 2. 2,5, allez, 2,5 si vous voulez. Voilà, on lui met un demi-point. Mais moi, j'en ai marre, en fait, j'en peux plus. Et vous avez bien vu, après, non, 2,5, c'est dur parce qu'il a marqué. Donc non, on peut pas lui mettre 2,5. On va lui mettre 4 à ce moment-là. Complètement oublié qu'il avait marqué. Et en fait, vous savez ce qui m'énerve le plus avec Toko ? C'est qu'il passe 80 minutes à être ici, ou là, parfois il est avant-centre. Et à partir du moment où vous avez Dembélé qui rentre, donc Dembélé qui vient se placer ici, vous voyez ? Quand on passe en 4-4-2, vous avez Lacazette qui est ici et Dembélé qui est là. Du coup, Toko, il peut pas aller voler la zone de Dembélé. Du coup, Toko, à partir de ce moment-là, il reste dans cette zone-là, là. Et du coup, quand vous avez Cherki qui envoie une patate là, il est au deuxième poteau, Toko. Il est à sa place. Et combien de fois vous avez des actions côté lyonnais où vous avez Tété ou Gusto qui sont par là, là, qui font leur bordel pas ici, qu'envoie un centre au deuxième poteau où il y a généralement personne, et vous avez Toko qui est ici, à attendre le ballon comme un connard, au lieu d'être là. Et ça me rend fou, parce que putain, quand il est à son poste au deuxième poteau, ça élargit le bloc, donc ça libère des espaces pour Lacazette dans la surface, ou alors... il est tout seul au second poteau. Donc, moi, ça me rend fou, parce qu'à partir du moment où Toko et Kambi commencent à jouer avec sa tête, en utilisant les espaces, en utilisant l'aile, il marque des buts. Mais reste dans ta zone. Va pas aller faire chier Lacazette à lui voler son poste d'avant-centre. Reste dans ta zone. Et ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou, parce qu'en fait, il veut marquer des buts, et il pense qu'il marquera des buts en étant ici, alors qu'en vrai, il en marque davantage quand il est là. Ou quand il est là. Le but contre Auxerre, il longe la ligne et il fait cet appel-là plus tard. En fait, dès qu'on a le ballon, Toko, il pense à un seul truc, c'est surface.
Ouais, mais après, oui, il est pas ailier. C'est vrai, il est pas ailier. Mais en fait, quand il est forcé à utiliser sa zone d'ailier, bah forcément, il se passe plus de choses. Donc c'est gênant. Et Lacazette, moi, je le trouve toujours un peu pareil. C'est-à-dire que on sent qu'il a besoin de décrocher, qu'il a besoin de toucher des ballons. Il est quand même hyper précieux dans son rôle de haut but, Lacazette. Hyper intéressant dans ce rôle-là. Mais voilà. Bah là, on l'a pas trop vu. Après, voilà, ça aurait pu finir avec un but de Lacazette et compagnie. Il est précieux, mais malheureusement, il est précieux à partir du moment où Toko lui vole pas sa zone. Mais très très fort en appui, très très fort de haut but, mais aujourd'hui ça paye pas. Ça paye pas parce que y a une défense à 3 et que Toko l'aide pas, parce que déjà vous avez 3 défenseurs, c'est pas compliqué, hein, Monaco, vous avez 3 défenseurs ici, vous en avez un ici, et quand Toko vient ici, il ramène son latéral ici, donc en fait vous avez 4 mecs sur la casette, et cette zone-là, elle n'existe pas. Donc c'est dur pour la casette ce soir, c'est dur, il est pas aidé, vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, vous avez Cacré qui joue trop bas, vous avez Tolisso qui joue bas, donc en plus, vous avez les 3 mecs qui sont ici autour de la casette. Et franchement, je trouve que compte tenu de ce qu'il avait sur le dos, il s'en sort pas si mal, la casette. Donc voilà, moi je vais mettre 4 pour la casette, même si en vrai, son match, il vaut plutôt 3, mais il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé et il est utile de haut but. Maintenant, je commence à penser que la solution, c'est la casette Dembélé. Parce que ce côté la casette, tour de contrôle, vous voyez, autour d'un Dembélé qui prend les espaces, ça peut marcher. Donc voilà. T'as dit Sassi, Badiachil, Maripane sur ton cul, c'est chaud. Ah bah ouais, je trouve qu'il s'en est bien sorti compte tenu de ce qu'il avait sur le dos. Voilà. Alors c'est pas un bon match parce que ça se termine pas en occasion, en but et qu'il a été très très muselé. Mais beaucoup d'indulgence avec la casette aussi, je trouve. Mais parce que c'est un facteur X, la casette. Voilà. Mais le problème de fond de cet effectif, c'est toujours le même. C'est que vous avez un trou ici, parce que Cacré c'est pas Paqueta et parce que Tolisso c'est un 6-8 plutôt qu'un 10. Et vous avez ces trois-là, là, qui vont dans la zone. Là. Donc en fait, vous n'avez pas du tout de largeur quand vous avez ces 3 mecs-là. Si vous avez Aouar au milieu de terrain, quand vous avez Cherki à la place ici, là, quand on va enlever Cacré, imaginons que vous avez Cherki. Cherki, il va aller explorer ces zones-là. Vous voyez? Du coup, vous avez un peu plus de largeur. Du coup, quand Tété va dans l'axe, vous avez plus de largeur avec Cherki. Mais vous savez bien que Cacré et Tolisso vont pas aller jouer dans les ailes. Ce sont pas des mezzalas comme on joue dans un Football Manager. C'est pour ça que je pense qu'à ce poste-là, il faut Aouar ou il faut Cherki. Et là, peut-être qu'il se passera des choses. Mais là, vous avez 3 joueurs axiaux qui prennent très très peu l'aile. Et là, vous avez 3 joueurs axiaux. Donc à un moment donné, ça pose problème. Donc peut-être qu'il faut enlever le Penant de l'équation, vous voyez. Et voilà, et c'est bon, vous êtes tombé dans le piège, on a une belle bite. Mais je pense que pour l'instant, ça ne fonctionnera pas dans cette équation-là. On ne peut pas avoir un 6 et 2-8 avec des joueurs aussi axiaux, c'est pas possible. Il faut ramener de la largeur d'une manière ou d'une autre. Et cette largeur-là, elle viendra pas de Tété. Parce que Tété, par essence, il va repiquer. Donc elle vient suffisamment de gusto sur le côté droit. Et ici, il n'y a pas de largeur. Parce que Tagliafico vient se placer ici. Toko vient se placer ici. Et donc, on n'a rien dans cette zone-là. Et tant que cette zone-là, elle sera morte, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Voilà, pour les notes individuelles, on a eu personne qui est rentré à la mi-temps. Je me suis pas planté. On a eu personne qui est rentré à la mi-temps, là. On peut pas se plaindre d'un 4-3-3 quand on se plaçait la compo à 3 derrière de Rudy. Bah, en fait, le problème, c'est que les qualités intrinsèques des joueurs sont pas adaptées au 4-3-3. C'est tout. Non, on n'a pas eu de rentrée. On peut parler des entrants. Moussa Dembélé, brillant. Intéressant. Bonne mentalité de Moussa Dembélé. On avait des doutes sur sa capacité à s'investir. Cherki, absolument brillant. Encore une fois, c'est à se demander pourquoi on attend 75e pour faire rentrer Cherki. Voilà. Pourquoi Cherki rentre 15 minutes? Si Cherki rentre à la 60e, peut-être qu'on gagne ce match. Vous voyez? C'est ça qui est problématique. Mais même Fèvre, en fait. Fèvre qui rentre pour 7 minutes, c'est trop tard. JRA Kata, ouais. JRA entrée dégueulasse, ouais. Mais il y a une lecture de jeu qui est pas bonne. Tu fais rentrer Dembélé, c'est bien. Pourquoi tu fais pas rentrer Cherki plus tôt? La note de Monsieur Boss, bah c'est 2. C'est 2, Boss, ce soir. C'est nul. C'est pas bon ce soir, Peter Boss. Et d'ailleurs, c'est tellement pas bon qu'on voit que quand il change tout et qu'il fait un peu n'importe quoi et que tu finis avec 3 défenseurs dont un seul axial, il se passe quelque chose. Donc voilà, et le problème c'est que Cherki, bah qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On va le mettre titu contre le PSG pour qu'il se casse les dents, et après on va dire ah Cherki il a fait de la merde, bah zut. Je sais pas, moi en tout cas je suis inquiet. Allez, Jurinho. Je vous remets le lien, je vous rappelle la règle, vous avez 5 joueurs, vous les notez de -5 à +5 en fonction de ceux qui ont le plus marqué le match.
Bon, du coup, logiquement, on va mettre Cherki, parce que c'est celui qui a quand même illuminé la rencontre. On va mettre Thiago Mendes dans les flops, parce qu'il est quand même sacrément naze. Toko Ekambi, il y a le but qui vient contrebalancer, mais sinon son match est calamiteux quand même. Donc on va mettre Cacré. On est obligé de mettre un -2 à Cacré parce qu'il n'a pas été bon. Quoi d'autre? J'ai envie de mettre un plus à Lukeba. Un petit plus. Et le corner que JRA tire à la 96e. Alors c'est terrible parce que c'est bien que t'en parles de ça, Prazerch. Parce qu'effectivement, il y a ce corner-là. Et je sais pas si vous avez vu, Cherki vient voir JRA pour tirer le corner. Puis finalement, il se ravise. C'est-à-dire que JRA prend le ballon et dit non, c'est moi qui le tire. Et il est tiré n'importe comment. Donc ça aussi, il y a peut-être un peu de confiance là-dessus, quoi. Quel le dernier? Lequel le dernier? Tolisso? Ouais, Tolisso encourageant, ouais, on va mettre +2 aussi. Ça me paraît cohérent. Voilà. Bon, vous votez, vous mettez ça sur Twitter si vous avez envie. Voilà pour le bilan du Jurigno. On va aller faire un tour. Attendez, je vais vous remettre le paint en attendant de passer sur le bilan de la Ligue 1 de ce week-end. Au niveau du classement, on va regarder ça tout de suite. Le Paris Saint-Germain est bien évidemment en tête de cette Ligue 1. Pas trop une surprise. À égalité avec Marseille, co-leader. Marseille, c'est sacrément solide derrière quand même, faut le dire, même s'ils n'ont pas des foudres de guerre. On a Lens qui prend le large aussi. Lorient est devant Lyon. Preuve quand même que Lorient fait un bon début de saison. Et derrière, vous avez la victoire de Rennes qui les ramène à la 6e place, la victoire de Monaco qui les ramène dans le wagon de l'OL. C'est pas encore l'urgence, en imaginant qu'on vise la 3e place. Mais déjà, le match contre Lens va être décisif, vous voyez bien. Parce qu'on va quand même imaginer que l'OL va perdre contre le PSG. On ne sait pas ce que fera Lens. Mais si jamais l'Olympique Lyonnais perd contre Lens le 2 octobre, on sera déjà à 7 points du RC Lens. Ce serait quand même gênant, vous voyez ce que je veux dire? On sera déjà à 7 points de la 3e place minimum, en imaginant que Lens ne gagne pas le week-end prochain. Mais si jamais on perd contre le PSG et contre Lens, et que Lens fait un bon résultat le week-end prochain, on peut imaginer Lens à 9 ou 10 points devant. Donc problématique quand même. Problématique. Donc il y a déjà pas le droit à l'erreur. Perdre contre le PSG, ça paraît... on pourra difficilement le reprocher à Peter Bosz. Maintenant, le match contre Lens, il va falloir le gagner. Parce que la défaite contre Lens est déjà interdite. Et si jamais vous perdez contre le PSG et contre Lens, ça fait 4 défaites de suite. Et je pense que 4 défaites de suite, c'est adieu Peter Bosz. Adieu Peter Bosz. Et je pense même que s'il y a branlé contre le PSG, il peut être débarqué tout de suite. Et de toute façon, Peter Bosz ne résistera pas à une contre-performance contre Lens. Je pense qu'il peut se sauver en gagnant contre Lens, mais par contre, gagner contre Lens à Lens, bon courage. Bon courage. Et autant ce Monaco a fait match nul contre le PSG. Alors oui, dans la douleur, et j'ai envie de vous dire que Monaco, ils n'ont pas Thiago Mendes en défense centrale. Ils ont pas... C'est Mbappé et Neymar, les gars. Limite, même après le PSG. Je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible que Peter Bosz saute avant la trêve. Si jamais le PSG en colle 5, par exemple, imaginons, c'est à domicile. Si jamais le PSG met une branlée à l'OL le week-end prochain, je pense que Peter Bosz peut être débarqué. Ouais. Je pense qu'il peut être débarqué. Ouais. Si par exemple on prend 4-0 à domicile, je pense qu'il peut être viré direct. Après, je pense que son licenciement est conditionné à l'option secondaire. Et que je pense pas qu'il sera viré tant que l'OL n'a pas un autre coach en tête. Mais on va se prendre une tôle. Après, vous savez, quand on dit qu'on va se prendre une tôle contre le PSG, généralement, c'est pas ce qui se passe. Donc ne soyez pas trop défaitistes. On ne sait jamais contre le PSG, il peut tout se passer. On est probablement le club, l'Olympique Lyonnais, contre lequel il peut le plus se passer de choses contre le PSG. Donc on ne sait jamais. Donc voilà, on va partir en se disant on va en prendre 5. À chaque fois qu'on dit qu'on va en prendre 5, soit on en prend 5, soit on leur en met 2. Donc Laurent Blanc a déjà un club. Maintenant, soyons lucides. Thiago Mendes face à Neymar et Mbappé, comment vous dire? Voilà. Planquez-vous, allez tous à la cave, fermez les yeux. Donc on verra. Honnêtement, souvent, j'ai abordé les matchs contre le PSG en disant on va les taper. On est l'Olympique Lyonnais, on s'en fout, on fait du hurrah foot, on va les taper. Là, j'y vais vraiment en me disant on va se prendre une giga pété. Voilà, on va leur en mettre 2 sans prendre 7, c'est possible. T'oublies Messi. Oui, j'ai oublié Messi. Ouais. Après, il fera un screen d'Ismail Billy. Oui, exactement. Au niveau des résultats de ce week-end, juste pour rechecker vite fait, Lens qui a gagné contre 3, c'était pas brillant, mais ils ont gagné. PSG contre Brest, c'était pas brillant non plus. Marseille-Lille, j'ai pas vu le match. Strasbourg-Clermont, Strasbourg, c'est quand même très laborieux.
Toulouse qui continue son petit bonhomme de chemin contre Reims, comme quoi Reims c'est quand même assez faible. Lorient, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont encore marqué un coup franc, sublime coup franc. Angers qui se sort les doigts du cul. D'ailleurs Montpellier ça doit pas aller très bien là quand même. Hein. Alors ça va, 10e. Angers qui souffle un petit peu. Nice qui a gagné dans la douleur à Ajaccio. Après c'est toujours dur de gagner à Ajaccio. Mais vous voyez que tous les gros, tous les potentiels concurrents pour un top 5 aller de l'OL, Rennes, Nice, Marseille, Lens, PSG, tout ça, ça a gagné. Et donc Monaco. Donc on n'est pas sur un bon week-end pour l'Olympique Lyonnais. C'est un peu les grands perdants, c'est l'OL ce soir. Voilà, Marseille-Lille, c'était un beau match avec du gros rythme, mais surtout un OM qui s'est enfin joué avec son milieu de terrain. Bah, paraît-il. Moi, je l'ai pas vu, mais je vous crois. Reims, c'est tellement faible qu'il n'y a que Lyon qui arrête. Bah, c'est toujours pareil, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des équipes qui sont extrêmement faibles et contre lesquelles on a galéré quand même. Hein. Le tweet de Coupet, oui, j'ai vu. Le tweet de Coupet sur Silvino, j'ai vu. Ouais. Donc voilà, quelle sera la recette du PSG, de l'OL contre le PSG la semaine prochaine? On verra. Est-ce qu'on verra Sindali Diomandé être balancé au feu? Est-ce qu'on verra Ryan Cherki enfin avoir sa chance sur un match entier? J'ai tendance à penser que non. Parce que vu les déclarations, si Boss considère qu'il a fait un bon match, on verra probablement les mêmes. Auquel cas, ça risque d'être sanglant. Donc voilà, je suis pas hyper confiant. On se retrouvera du coup pour le débrief de ce match. On fera un space. Ce sera le premier vrai space de la saison. Parce que je vous ai dit que j'en faisais moins. Mais on fera un Twitter space pour le match contre le PSG. Histoire de faire durer un peu le plaisir. Donc ce sera à 23h après le match, comme aujourd'hui. Et vous serez les bienvenus pour intervenir. Je pense qu'on le fera via Discord. Pour que ce soit plus pratique. Qu'on prenne des intervenants un par un peu comme à l'after, plutôt que ce soit la cacophonie générale. Donc on fera ça le 23, à 23h la semaine prochaine. Si vous voulez intervenir à ce moment-là, vous aurez un chat dédié où j'aurai besoin que vous me disiez comment vous vous appelez, d'où vous venez et compagnie, enfin la classique. Et derrière, vous vous mettez en salle d'attente et je vous basculerai au fur et à mesure en fonction des choses qu'on a à raconter. Donc ce sera un peu votre séance de psy post-branlé PSG ou post-victoire, qui sait. Voilà. Il y en aura pour tout le monde. Si vous avez envie de défendre Peter Bosz, si vous avez envie de me dire que je suis un gros con qui sait pas de quoi il parle, voilà, venez. Si vous nous suivez sur YouTube, sachez que les débriefs sont en live de Twitch après chaque match, sauf information contradictoire. Mais voilà, donc on termine le débrief là-dessus. Prio au sub. Pas spécialement, mais oui, on va dire que oui. Prio à ceux qui sont actifs sur le Discord. Ouais. Voilà. On a terminé ici. Minuit 2, bon timing, 1h10 de débrief, c'est parfait. Quand on cuttera le temps d'attente, ça fera 1h sur YouTube, c'est parfait. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera dispo sur YouTube en rediff pour ceux qui nous ont pris un peu tardivement. Et du coup, si vous allez sur YouTube, pensez à lâcher les petits pouces bleus, les petits commentaires. Mettez des commentaires gentils, ça booste le référencement, ça fait très plaisir. Objectif 1000 abonnés, objectif 2000 vues pour les prochains débriefs. Voilà, ça monte bien, ça me fait plaisir, c'est cool, ça me donne de la force. Et de toute façon, vous savez que moi, c'est pas que les subs, je m'en fous. Merci les Silondes, ça fait plaisir. Mais ce qui me donne de la force, c'est l'audience. Donc soyez là, ça me fait plaisir. Oui, Baligno, ça mate les matchs aux Lions. Rue Chevaleret. Tous les matchs, normalement. Voilà, je vous envoie en raid. Chez qui bah, je vous envoie... vous allez terminer avec le Z-Event. Voilà, vous allez donner vos sous. Je vais vous envoyer en raid chez Rivenzi, c'est bien. Allez, vous allez aller chez Rive, ça lui fera plaisir. Bonne semaine à vous, bon courage, prenez soin de vous. Et allez donner les sous au Z-Event si vous en avez, ça fera pas de mal. Allez, ciao, bisous, à bientôt.